Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. On entend tous ces bruits de grenades assourdissantes, ces jets de gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de disperser plusieurs centaines de gilets jaunes. On va faire usage de la force. Nous concrètement on s'en fout. On est des travailleurs qui au 10 du mois n'avons plus d'argent. Payer nos factures ça devient difficile. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Une fronde inédite en France par son ampleur, d'abord contre l'augmentation des prix des carburants, puis contre la baisse générale du pouvoir d'achat. À travers tout le pays, manifestations, occupations de ronds-points, barrages filtrants, des hommes, des femmes en colère de tous bords politiques se parlent sur les réseaux sociaux et vont réussir à faire reculer le gouvernement. Mais le mouvement des Gilets jaunes sera sans lendemain. Un an après, Code Source revient sur cette mobilisation avec une série anniversaire, 3e et dernier épisode, la désillusion. À mes côtés, Aurélie Rossignol, journaliste au Parisien. Fin novembre, les médias commencent à parler d'une éventuelle réunion à Matignon. Au sommaire aujourd'hui, 12e jour de dialogue de sourds entre gouvernement et gilets jaunes. Nouvelle sortie médiatique, Édouard Philippe ce matin, pas de nouvelle annonce, mais une porte ouverte à Matignon. S'il y a une délégation représentative de gilets jaunes qui souhaite être reçue, je le ferai. C'est la suite logique puisque sur les ronds-points, la mobilisation est toujours là, les manifestations continuent, mais il y a un moment où il faut que les revendications soient entendues. Alors, une partie des gilets jaunes commence à se dire qu'il va falloir être représentés, avoir des porte-paroles pour pouvoir être reçus à Matignon et à l'Élysée. À ce moment-là, c'est une demande des Gilets jaunes qui veut solliciter un rendez-vous. Mais rien n'est arrêté. Et là, Priscilla Ludowski, Éric Drouet et d'autres figures du mouvement se disent qu'il faut s'organiser. Oui, la première tentative de représentation intervient le 26 novembre avec une partie des Gilets jaunes. Il va y avoir une sorte de visioconférence avec les principaux administrateurs des groupes Facebook qui réunissent le plus de Gilets jaunes. Ils sont une quarantaine et ils vont désigner 8 porte-paroles. C'est une discussion, il n'y a pas de vote et il n'y a pas de sollicitation des gens qui appartiennent à ces groupes. Qui est finalement désigné ? Alors ils sont 8. Dans ce groupe, il y en a 3 qui vont rester connus pendant toute la mobilisation. C'est Priscilla Ludowski, cette auto-entrepreneuse de Seine-et-Marne qui avait lancé la pétition contre la hausse des prix à la pompe. Il y a aussi Éric Drouet, un chauffeur, lui aussi de Seine-et-Marne, qui est à l'origine de l'idée d'une journée de mobilisation le 17 novembre. Et il y a un certain Maxime Nicole qui, lui, prend aussi la lumière assez rapidement dans les émissions. Il va enchaîner les plateaux avec sa barbe rousse et sa casquette à l'envers. Il est très vite reconnaissable. Et là, comment ces 8 noms sont communiqués aux autres Gilets jaunes ? Comment ça se passe ? Ils s'autodésignent communicants officiels. C'est un terme qu'ils utilisent pour pas dire porte-parole ou leader, puisque l'idée est toujours d'être là simplement pour passer le relais. Et ils vont se faire critiquer. Nous avons appris avec une grande surprise aux alentours de 19h hier soir que cette réunion-là était prévue et qu'une élection était prévue. On n'était pas au courant, on ne sait pas comment ont été désignées les personnes sur la liste et on ne sait pas comment a été prévue cette élection. On découvre ça, j'ai beau téléphoner à toutes les personnes qui permettent de fédérer à droite et à gauche. Il faut laisser la base s'organiser et il va falloir y aller étape par étape. Mais pas comme ça, pas en quelques jours, c'est pas possible. C'est des insultes sur les réseaux sociaux, on leur dit qu'ils veulent se mettre en avant et qu'ils veulent tout simplement être connus. Éric Drouet doit même se fendre d'un message face caméra pour répondre aux personnes qui considèrent ça comme une trahison. Donc je vais faire une vidéo pour bien expliquer aux gens une bonne fois pour toutes, parce que je lis des messages, mais les gens je crois que ne lisent pas complètement le communiqué ou ce que j'ai pu expliquer dans les vidéos. Donc on me parle de représentants, on n'a en aucun cas évoqué le nom de représentant. Pour ma part, moi je le dis depuis le début, il ne peut pas y avoir de représentant pour ce mouvement. C'est l'ensemble des Gilets jaunes qui doit parler. Mais vous comprenez bien qu'à l'Élysée, ils ne vont pas pouvoir tous nous recevoir. Je sais qu'il y en a certains qui ne comprennent pas qu'il y ait 8 personnes qui ont été choisies, tout ça, mais on n'a pas vraiment choisi 8 personnes.
On se prépare à, s'ils veulent une délégation, qu'on ne dise pas qu'on n'est pas organisé ou je ne sais quoi. Nous, on a désigné des personnes juste pour aller au contact du gouvernement et faire le rôle de passerelle. Pourquoi est-ce que ça pose problème finalement à beaucoup de gilets jaunes ? Ça pose problème parce que le but, c'est de ne pas avoir de représentants. Ils ne passent pas par les syndicats exactement pour ces raisons-là. Ils veulent que ce soit un mouvement citoyen sans structure. C'est pour ça que les mouvements politiques aussi sont mal reçus pendant les manifestations de gilets jaunes ? Les mouvements politiques sont assez mal reçus, c'est vrai. Il y a des tentatives de plusieurs partis politiques pour approcher certains gilets jaunes. Plus tard, on va même parler de Jean-Luc Mélenchon qui dit toute son admiration pour Éric Drouet, mais à chaque fois, ils seront repoussés. Et les Gilets jaunes ont posé des conditions avant ce rendez-vous. Ils ont demandé à ce que tout soit filmé en direct. La question va se poser effectivement plusieurs fois à chaque rendez-vous avec des officiels, que les discussions puissent être tenues en live sur Facebook, parce que c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, sauf que le gouvernement n'acceptera jamais ces conditions. Et là, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a effectivement une réunion à Matignon ? Une réunion est prévue, le rendez-vous est calé le 30 novembre avec le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi le ministre de la Transition écologique, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement pense encore que la fronde se cantonne à la problématique des prix à la pompe et de la fameuse taxe carbone, mais ce rendez-vous est un fiasco. Pourquoi ? Les 8 porte-paroles ont tellement été critiqués pour cette mise en avant qu'ils vont devoir renoncer au rendez-vous. Alors jusqu'au dernier moment, il y en a 2 qui hésitent. Un certain Jason Herbert, dont on entendra pas mal parler au début. Le gilet jaune voulait filmer les négociations, mais Édouard Philippe a dit non. Alors Jason Herbert a tourné les talons. Et un autre qui préfère rester anonyme. Alors c'est ce dernier qui va finalement aller rencontrer Édouard Philippe, mais le rendez-vous dure une demi-heure et puis il n'y a rien qui ressort d'extraordinaire. C'est un rendez-vous manqué. C'est complètement hallucinant comme situation. C'est hallucinant parce que de toute façon, cette mobilisation est inédite et il n'y a pas de code, contrairement aux syndicats qui sont habitués, il y a des traditions. Là, on découvre tout. La plupart des manifestants sont des primo-manifestants et n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de mobilisation. Juste après cette réunion, on est donc à la fin du mois de novembre, les tentatives de structuration du mouvement ont échoué et malgré tout, un groupe se forme. C'est Priscilla Ludowski, c'est Éric Drouet, Maxime Nicole et bientôt Jérôme Rodriguez qui va rentrer dans le groupe. Lui, c'est le martyr symbole. C'est celui qui a perdu un œil lors d'un affrontement avec la police et il va devenir le symbole des violences policières qui vont être décriées à partir de ce moment-là. Et ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à s'entendre ? Tout se passe encore sur Facebook. Au bout d'un moment, ils se connaissent, donc ils s'appellent. Mais à la base, ce sont des gens qui sont très différents, qui ne se connaissent pas, mais qui commencent à agir en coulisses pour organiser les actions. Alors jamais de façon officielle, parce qu'il n'est pas question que, en cas de problème, on leur reproche la responsabilité de ces actions. Ils font très attention à ça. Les groupes Facebook sont toujours co-gérés et il y a une vraie prudence dans les messages postés et les appels à manifester. Ils se parlent entre eux, mais par contre, ils n'affichent pas cette union auprès des autres gilets jaunes, c'est ça ? Non, il y a des groupes Facebook gérés plus ou moins par eux, en commun, mais ils ne se vantent pas d'avoir un groupe. En tout cas, il n'y a pas un groupe Facebook qui fédère les gilets jaunes. Non, il n'y a pas un seul groupe, il y a des centaines de groupes, et notamment quelques groupes co-gérés par cette petite équipe-là, qui va faire un peu la loi sur les autres. Dès qu'il y a une tête qui essaye de sortir du lot, leurs partisans vont les critiquer. C'est jamais eux directement qui vont envoyer des insultes, mais ils ont presque des fans. Ça commence à être des stars. Dans les manifestations, on leur demande de faire des selfies. Les partisans de ces figures s'attaquent des fois à d'autres personnes qui émergent dans le mouvement et l'une d'entre elles va en faire les frais. Jacqueline Moreau, qui a été une des figures qui a émergé en premier. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. C'est une Bretonne qui a à peu près 50 ans, qui a posté une vidéo coup de gueule sur Facebook pour dénoncer, elle aussi, les prix à la pompe et toutes les mesures qui étaient, selon elle, contre les automobilistes. Du nombre des radars, là maintenant, c'est... Il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Où va la France, Monsieur Macron ?
Donc on peut considérer qu'elle aussi, c'est un déclencheur du mouvement, comme Priscilla Ludowski. Mais les deux femmes ne se sont jamais parlé et il y a une réelle animosité entre les deux. Jacqueline Moureau fait partie des gens qui vont subir énormément d'insultes sur les réseaux sociaux et même des menaces de mort puisqu'elle va porter plainte. Il faut dire qu'elle est très vite décrédibilisée. Elle a un profil assez original. Elle est à la fois chanteuse, accordéoniste, agent de sécurité ponctuellement et hypnothérapeute qui travaille avec des médiums. Donc elle va très vite être moquée sur les réseaux sociaux par les partisans de l'autre équipe, mais un peu tout le monde aussi. Et puis surtout, elle va se distinguer en appelant régulièrement au calme et en prônant le dialogue avec le gouvernement, ce que ne veut pas toute une autre partie des Gilets jaunes. À ce moment-là, émerge aussi une nouvelle figure des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur. C'est une aide-soignante de l'Eure qui a la trentaine et elle est intéressante parce qu'elle va représenter une partie de la population qui manifeste. C'est une mère isolée et c'est un sujet très discuté sur les ronds-points. Une des revendications, c'est le pouvoir d'achat et on va très vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de mères qui sont dans ces cas qui manifestent. Ingrid Levavasseur se fait remarquer le 25 novembre. Elle est invitée dans l'émission C'est politique sur France 5. Quelques jours plus tôt, elle avait été repérée par une équipe de reportage à une manifestation de Gilets jaunes sur un péage en Normandie. J'ai voté Macron, donc je tiens à le dire. Maintenant, je regrette parce que je me rends compte que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. On nous parle de taxes, on nous parle de tout ceci, tout cela. Mais nous, concrètement, on s'en fout. On est des travailleurs qui, au 10 du mois, n'avons plus d'argent. Payer des fringues aux gosses, ça devient difficile. Payer nos factures, ça devient difficile. On sait plus comment on va faire les courses. Et je parle pour moi, mais je parle aussi pour mon entourage. Et c'est de plus en plus récurrent. Soit on est très pauvre et on a quelques aides et encore on s'en sort moyennement. Soit on est dans la classe moyenne et on en chie sévère. Elle accroche tout de suite le regard parce qu'elle s'exprime bien, elle passe très bien devant la caméra et elle représente une partie de la population qui est en souffrance. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Elle fait beaucoup de plateaux télé et va récolter autant d'admirateurs que d'insultes. Parce qu'encore une fois, on va estimer que c'est quelqu'un qui veut se mettre en avant, qui veut prendre la lumière alors qu'on ne veut pas de leader. Vous nous parliez tout à l'heure d'un petit groupe assez soudé autour d'Éric Drouet ou encore Priscilla Ludowski. Est-ce qu'elle participe à ce groupe ? Non, c'est une figure totalement à part. Ils ne se fréquentent pas, ils n'ont pas de contact particulier, comme avec Jacqueline Moureau. C'est la diversité de ce mouvement qui est très divers, avec des gens qui viennent d'un peu partout en France et qui ne se connaissent pas. Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce un train de mesures qui vont coûter au total dans les 10 milliards d'euros. Il confirme notamment l'abandon de l'augmentation de la taxe carbone. Les réponses choc d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes. Le président de la République a décrété un état d'urgence économique et social. Malgré ça, le mouvement continue à prendre de l'ampleur et en janvier 2019, la campagne pour les européennes arrive dans l'actualité. Oui, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose sur les ronds-points. La plupart des manifestants étaient des gens qui n'avaient jamais manifesté avant. Ils ont fait une expérimentation civique et politique. Ils ont découvert le plaisir du débat. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas isolés. Tout ça leur a plu. Ça a été une création de petites communautés et ils ont envie d'en faire quelque chose. Ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Et en janvier 2019, la campagne pour les européennes arrive dans l'actualité. Comme il y a une envie de s'engager assez nouvelle, les gens ont découvert cette possibilité, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, certains Gilets jaunes envisagent de créer des listes pour les européennes. Et c'est justement ce qu'annonce Ingrid Levavasseur le 23 janvier. Elle va conduire une liste. Oui, c'est la première des grandes figures des Gilets jaunes qui va se lancer. Elle estime qu'elle peut représenter une partie de la population, que les partis traditionnels ne représentent pas, notamment les femmes isolées, mais tous les gens qui ont besoin d'augmenter leur pouvoir d'achat, et ne se reconnaît pas dans l'offre existante. Comment cette démarche est reçue ? Une partie des Gilets jaunes la suit. Et une autre continue à l'insulter et à regretter qu'elle veuille absolument se mettre en avant. Je voterai pas pour elle. Pourquoi ? Je lui dis carrément, faut qu'elle enlève son gilet jaune. Ben, je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça ? Parce que elle a créé un parti politique. Elle le sait, de toute façon, c'est comme ça. C'était pas le moment de créer un parti politique. C'était pas maintenant.
C'était de faire le buzz, vous avez gagné, vous avez fait le buzz. Et à la même période, BFM TV lui propose de devenir chroniqueuse. Oui, c'est symptomatique de ce qui se passe pour elle parce qu'effectivement, elle accroche la lumière, elle s'exprime bien, donc BFM TV, comme d'autres médias, a besoin d'identifier des figures et veut la mettre en avant pour parler des Gilets jaunes, pas pour parler de la pluie et du beau temps. Mais elle finit par refuser parce qu'elle est inondée d'insultes. Le samedi 17 février, Ingrid Levavasseur doit même être exfiltrée de la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Oui, au départ, tout se passait bien, c'est ce qu'elle raconte. Et puis, elle est tombée sur ce qu'elle appelle un noyau dur. Et elle se rend compte que ce qui se passe sur les réseaux sociaux est en train de se passer en vrai. Parce que vous n'êtes pas crédible, vous allez donner votre cul, madame. Comment ça sexy? Bah oui, tu dis, elle a vendu son cul. Donc bien sûr, elle a vendu son cul. Bien sûr, elle a vendu son cul. On a dit c'est la politique, personne monte là-haut. Pourquoi monte là-haut? Et il faut l'exfiltrer. Sur le coup, elle est meurtrie, désemparée, elle n'a pas envie de lâcher, mais elle se pose quand même la question de continuer les européennes. Elle a des insultes de l'extérieur, mais elle a aussi des problèmes dans sa propre liste. Et justement, le 11 mars, elle déclare abandonner ses ambitions européennes. Oui, il y a eu plusieurs phases. Elle a dit qu'elle arrêtait, elle a dit qu'elle reprenait, et puis finalement, elle abandonne au mois de mars définitivement. Les élections européennes arrivent le 26 mai 2019. Comment ça se passe pour les Gilets jaunes ? Alors, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'intentions de listes. Au final, il n'y en a que 2 qui vont réellement à l'élection. Celle de Francis Lalanne, qu'on connaît en tant que chanteur, mais là, qui s'est engagé depuis un moment dans le mouvement des Gilets jaunes. Comme une Jacqueline Moureau, il a un profil particulier, donc il s'est beaucoup fait moquer. Mais il a quand même réussi à désigner quelques représentants dans chaque département et sa démarche a l'air sincère. Et puis, il y en a un autre, Christophe Chalençon, celui qui vient de quitter Ingrid Levavasseur. Mais ni l'un ni l'autre ne va véritablement avoir de succès dans cette élection. Les résultats sont particulièrement décevants. Francis Lalanne fait 0,5% à l'élection et Christophe Chalençon fait 0,1%. Et ça, comment c'est commenté à l'époque ? C'est un échec, c'est un coup pour rien, mais à ce moment-là, on est plus préoccupé par le score surprise des écolos que par l'échec des Gilets jaunes. Et comment réagissent les Gilets jaunes sur le terrain ? C'est un peu la même chose finalement. Ils n'attendaient pas tellement de ces listes parce qu'il y a tellement eu de défections, d'affrontements entre leaders de Gilets jaunes qu'aucune liste n'était véritablement considérée comme légitime et incontestable. Donc, ce n'est pas véritablement un enjeu qu'ils ont suivi. Aurélie Rossignol, vous qui avez suivi le mouvement au jour le jour, semaine après semaine, est-ce que ça vous a surpris ce résultat aux élections européennes ? Pas vraiment, parce qu'on a vu peu à peu qu'il y avait un manque d'entrain pour ces élections. Au début, il y a eu un petit frémissement et puis ils n'ont tellement pas réussi à s'entendre que les Gilets jaunes ne se sentaient pas représentés. C'est bien le problème de ce mouvement, la représentation. Aucun leader légitime n'est jamais véritablement ressorti et de l'aveu même de certains Gilets jaunes, c'est ce qui a tué le mouvement. Et le mouvement était très éclaté aussi. Depuis le début, c'est un mouvement très divers avec des gens de tous bords politiques ou des gens qui n'ont jamais voté avant et les fameuses listes Gilets jaunes ne les ont pas transportés et ça ne les a pas engagés dans l'élection. Pour beaucoup d'anciennes figures des Gilets jaunes, cette aventure aura laissé un goût amer. Tout à fait. Même Jacqueline Moureau, au départ, qui a été tant harcelée, dit que ça a totalement bouleversé sa vie. Pour autant, elle ne veut pas arrêter le combat. Même Éric Drouet a dit qu'il avait eu plusieurs fois des coups de fatigue et s'était mis en retrait. Jérôme Rodriguez, encore récemment, nous a confié qu'il s'était mis en retrait pendant 3 mois des réseaux sociaux sur les conseils de son médecin. Certains sont passés près du burn-out. Le 27 octobre dernier, Ingrid Levavasseur poste un message sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle y dit ? Oui, Ingrid Levavasseur a posté un message assez touchant où elle fait un peu le bilan à l'approche de l'anniversaire des Gilets jaunes en expliquant qu'elle a perdu son boulot, son homme, qu'elle a fait souffrir ses enfants et qu'elle ne veut absolument plus être associée à ce qu'elle appelle des demeurés jaunes. C'est très fort et ça symbolise la violence de ce mouvement pour les acteurs même de la mobilisation. Tous ont été très touchés, ça a chamboulé leur vie, on les reconnaît dans la rue.
Parfois, c'est pour leur demander de faire des selfies avec eux. Parfois, c'est pour les insulter. On les suit et ils ne peuvent vraiment plus revenir dans l'anonymat. C'est une expérience douloureuse. Certains l'ont voulu, sans trop réaliser. Une notoriété qui est venue très vite et dont ils ne peuvent plus se défaire. Merci à Aurélie Rossignol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu, préparé et produit par Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.